à l'époque coloniale, qui est l'ouvrage qui revient le plus souvent sous la plume dans vos dissertations. Et donc aujourd'hui, même chose, merci beaucoup d'avoir accepté cette question transversale, ambitieuse sur toute la période, le genre de l'empire colonial français en Afrique, 1885-1962. Merci beaucoup Joël, et merci pour l'invitation. Bon, je pensais que j'en avais fini avec les cours d'agrég, mais en fait non, on ne se refait pas. Donc, je suis très contente de partager un certain nombre de choses, effectivement, puisque l'année dernière, j'ai enseigné la question aux agrégatifs de géographie, qu'il avait au programme. Et en fait, donc voilà, je vais peut-être présenter quelque chose de moins dense que ce qu'a présenté Claire, qui était extrêmement fourni. J'ai choisi de vous parler de cette question du genre de l'empire colonial, qui est à la fois un sujet très large, parce que ça pourrait être le programme en fait, mais qui est surtout un sujet, je pense, important, tellement l'historiographie a été renouvelée. Alors, depuis maintenant au moins 30 ans, ce qui fait que je pense que vous n'avez plus à parler de champs émergents, c'est fini, à force d'émerger, c'est voilà, des travaux qui sont bien là, et qui permettent de relire un petit peu finalement l'ensemble du programme, mais encore une fois, je vais faire des focus sur des choses qui pourraient peut-être vous être utiles. En fait, ça consiste, quand on dit le genre de l'empire colonial, ça consiste à montrer que la colonisation française fut fondée sur des hiérarchies raciales, bien sûr, sociales, bien sûr, mais aussi sexuées. Et en fait, il me semble qu'aujourd'hui, ça peut apparaître un peu comme une évidence, mais ça ne l'a pas toujours été. Je vais quand même revenir là-dessus. Le genre que, évidemment, il faut comprendre comme une catégorie d'analyse, c'est-à-dire qu'en gros, on chausse les lunettes du genre pour observer les sociétés coloniales. Le genre comme processus de transformation des identités sexuées, de redéfinition de qu'est-ce que c'est qu'être un homme blanc, qu'est-ce que c'est qu'être une femme blanche, qu'est-ce que c'est qu'être un homme colonisé algérien, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique équatoriale, qu'est-ce que c'est que d'être une femme colonisée africaine. Donc construction des identités transformées par la colonisation, et puis rapport de pouvoir entre hommes et femmes, qu'on combine à d'autres rapports de pouvoir, de race et de classe, éventuellement d'ailleurs aussi d'âge, de religion, enfin bon, voilà, et qui permet de déconstruire, Guillaume l'a dit, les catégories et le face-à-face colonisateur-colonisé, puisque quand on interroge cette articulation des rapports de pouvoir, on voit qu'il n'y a pas de complicité évidente entre femmes parce qu'elles seraient femmes, du sexe biologique féminin, entre femmes colonisatrices et colonisées, et de même pas forcément non plus d'égalité, bien sûr, entre les hommes. Donc c'est une manière de complexifier, on va dire, la question qui vous est posée. Alors en guise d'illustration, quelques photographies. Donc là, vous avez une famille, monsieur et madame de Ouiala et leur fille Simone à Cotonou au Bénin en 1931, où vous voyez, alors la photographie est un peu sombre, mais l'homme conduit, donc voilà, la femme est à l'arrière, l'enfant sur le côté, et les deux hommes africains domestiques à côté de la voiture, donc dans une position subalterne bien visible. Autre exemple possible, cette photographie qui représente un cours d'enseignement ménager populaire en Guinée en 1954, où là on est entre femmes, mais avec des hiérarchies raciales, entre donc cette femme probablement française, on ne sait pas, qui apprend à coudre, autour d'une machine à coudre, à un groupe de femmes africaines. Avant-dernier exemple, ce couple de fonctionnaires africains à Cancan, c'est en Haute-Guinée, on est entre 1954 et 57, et où là, vous voyez voilà, l'opposition entre un homme habillé à l'occidental, une femme habillée en tenue plutôt africaine, dans un intérieur. Alors, c'est probablement une mise en scène, mais enfin, c'est pas exclu, et même c'est avéré que des intérieurs ont pu être aménagés comme ça dans ces années-là, chez ceux qu'on appelait en général dans l'empire subsaharien les évolués, et donc on voit autour du poste de radio voilà, ce couple de fonctionnaires a priori à égalité, mais habillés en tout cas différemment.
Et puis, dernier exemple qu'on peut analyser avec ces catégories, ce cours de géographie au lycée Maurice Delafosse à Dakar en 1958, où là, on a une enseignante probablement française qui fait la leçon à un jeune Africain. Donc tout ça pour vous montrer que cette question du genre permet effectivement de réinterroger les assignations sexuées et les rapports de pouvoir, et donc, je l'ai dit, de réfléchir aux catégories. Donc c'est un champ de recherche qui est plus du tout émergent, juste, je ne fais pas trop d'historiographie, mais quand même pour vous dire que c'est quelque chose qui s'est développé dans les années 1990 dans le monde anglophone essentiellement, donc avec 3 titres assez fondateurs, Western Women and Imperialism, Domesticating the Empire and Gender and Imperialism, qui sont des titres, des livres qui sont des collectifs avec des articles qui portent le plus souvent sur l'Empire britannique, sauf dans celui qui est au milieu, Race, Gender and Family Life in French and Dutch Colonialism, puisque là il s'agit de l'Empire français et de l'Empire néerlandais. Donc voilà, des ouvrages, Domesticating the Empire, c'est 96, donc voilà, déjà des recherches développées dans ces années-là, mais effectivement une acclimatation assez lente en France et qui est passée plutôt par l'histoire des femmes, plutôt que du genre, avec donc cette synthèse, la femme au temps des colonies, qui a quand même fait date en 1985, donc dirigée par Yvonne Knibiller et Régine Boutalier, et puis une autre historiographie, celle de l'histoire de l'Afrique, portée par Catherine Kokry-Petrovitch, et qui publie cette synthèse sur les Africaines, mais sa perspective n'étant pas forcément la colonisation, mais plutôt de partir des sociétés africaines. Donc c'est un livre qui est moins central peut-être, mais la colonisation est partout en fait dans certains chapitres. Voilà, la France donc, voilà, acclimate ces questions qui lient histoire des sociétés africaines et histoire coloniale dans des dossiers de la revue Clio, que vous trouvez en ligne très facilement. Et puis vous avez en 2002 la publication d'Histoire des femmes en situation coloniale, Afrique et Asie au XXe siècle. Qui est le produit d'une table ronde organisée lors d'un colloque à Toulouse par Anne Hugon, qui travaille plutôt sur l'Empire britannique, puisqu'elle est spécialiste de la Gold Coast, mais qui a coordonné cet ouvrage, qui a en fait accompagné le développement de cette historiographie. Et je dirais que peut-être la référence en fait sur le genre, en tout cas quand le mot apparaît dans l'historiographie en français et sur la colonisation française, c'est cet article d'Arlette Gauthier, qui est une démographe, qui a écrit dans le livre noir du colonialisme, le premier article sur empire et colonisation, où elle dit, donc je vous ai mis la citation, c'est la construction même des genres. Alors bon, j'aime pas trop les genres, moi je préfère le genre, parce que le genre c'est un rapport de pouvoir, mais on peut l'employer aussi au pluriel, c'est-à-dire à la fois ce qui était attendu en fonction du sexe, quand c'est explicité comme ça, et les rapports entre les sexes qui a été bouleversé par les différentes colonisations. Et l'article d'Arlette Gauthier, c'est une très bonne synthèse, donc qui est un peu daté maintenant, parce que ça a déjà 20 ans, mais qui va de l'Empire moderne jusqu'à l'Empire, aux empires contemporains. Donc voilà, et ensuite, vous avez un développement de ce champ avec ce numéro de l'histoire que vous avez peut-être vu, qu'on avait coordonné à l'époque avec Christelle Tarot et Anne Hugon, justement, les sociétés coloniales du côté des femmes. Vous avez pas mal de petits articles, de synthèses, d'exemples faciles, je pense, à utiliser. Un numéro de la revue Clio, Histoire, Femmes, Société, sur les colonisations, que j'avais coordonné en 2011. Et puis, si vous voulez écouter, pour changer un peu des lectures, vous avez en ligne un colloque qu'on avait organisé aussi en 2010 avec Anne Hugon et Christelle Tarot. On a été très actives à ce moment-là, toutes les trois, pour essayer de faire pénétrer cette historiographie en France. Femmes et genre en contexte colonial 19e, 20e, c'était un colloque tout empire confondu, mais en fait toutes les communications ont été enregistrées et sont disponibles sur cette plateforme, donc vous pouvez piocher et écouter des choses
sur l'Empire français. Et je dirais que la dernière entreprise éditoriale notable et pour le coup très intéressante parce qu'elle nous vient de l'histoire des femmes et des féminismes en France, c'est ce livre « Ne nous libérez pas, on s'en charge » que vous avez peut-être vu, qui est coécrit par Livia Pavard, Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel, et en fait qui intègre l'histoire coloniale, l'histoire du rapport des féminismes françaises à la colonisation, à une histoire des féminismes en France. Et c'est un petit peu la première fois qu'il y a une synthèse voilà, de cette ampleur, de 1789 à nos jours, qui intègre l'histoire de la colonisation à partir des travaux qui ont été faits auparavant. Par ailleurs, dans tous les manuels de concours, vous avez dû voir, il y a maintenant, heureusement, des chapitres genre, sexualité, femmes, voilà, des choses écrites depuis plusieurs années, donc c'est plus tellement difficile de se documenter. Alors, je vais vous proposer, même d'ailleurs dans le dernier, le Singaravellu, le gros, la colonisation, notre histoire, voilà, il y a plein, enfin non, il n'y a pas plein, mais il y a, je sais pas, peut-être 5-6% des textes qui portent, voilà, qui sont des textes sur ces questions. Enfin bon, voilà, ça c'est mon côté positif de dire qu'il y a plein de choses. Mais voilà, on peut encore évidemment faire mieux. Alors je vais juste aborder, voilà, je ne vous fais pas une présentation chronologique, c'est plutôt chronothématique. Je vous propose trois thèmes. Le genre de la conquête et de l'exploitation, le genre de la mission civilisatrice et le genre des mobilisations. Sachant que, voilà, en écoutant mes collègues, en fait, je me disais, ben, voilà, le Jules Molina et sa femme, ça m'a fait penser aux travaux de Élise Abassad, petite digression, sur les femmes communistes en Tunisie. Elle a travaillé voilà, sur une centaine en fait, de femmes des années 20 aux années 60 et en montrant comment en fait, plus que des femmes communistes, c'est des couples communistes qui sont militants. Voilà. Alors là on est dans un protectorat, mais c'est souvent quand même le cas. Et on l'étudie encore rarement de cette manière-là d'ailleurs, en s'interrogeant sur ce fonctionnement de couple militant. Bon, ça c'était la parenthèse. Alors, le genre de la conquête et de l'exploitation. Bon, c'est un peu basique, mais il convient quand même de rappeler que la conquête a d'abord été une entreprise masculine et que le colonisateur est l'une des figures masculines héroïques de la fin du XIXe siècle, que la conquête a d'abord été le fait d'hommes européens, militaires et civils, et que, bien sûr, la colonisation peut être analysé comme un acte masculin de pénétration, de possession des territoires et des femmes par la même occasion. Donc là, je vous ai mis une carte postale intitulée « La corvée de patates », Saint-Louis du Sénégal, 1908, où vous voyez cette société coloniale surmasculinisée, un groupe d'hommes blancs, moustachus pour la majorité, casqués, c'est l'attribut voilà, du colonial par excellence, rassemblés donc dans la cour d'une habitation à Saint-Louis, donc la capitale du Sénégal, et au centre, vous ne les voyez pas très bien, mais vous avez 3 jeunes Africains qui sont autour d'un baquet et d'un tas de pommes de terre. Donc là, on voit que les hommes rassemblés ne sont pas très bien habillés, un peu débraillés. On est au début du siècle, ça représente assez bien la société coloniale ou les sociétés coloniales, en tout cas pour l'Afrique subsaharienne, de cette époque. Donc, une entreprise masculine, c'est pas franchement un scoop, et à ce moment-là, dans ce moment de la conquête et de l'installation de la colonisation, un regard sur les femmes africaines qui est un regard doublement médiatisé, c'est-à-dire porté par des hommes blancs, donc par des hommes et par des blancs, qu'il s'agisse des colons, qu'il s'agisse des missionnaires, qu'il s'agisse des administrateurs, des médecins, des anthropologues, de tous ceux qui finalement sont les plus présents dans ces sociétés africaines et qui décrivent une femme éternelle victime, soumise, exploitée, ou, et ça peut aller ensemble, une créature tentatrice et maléfique
et donc moralement dépravés. Un exemple de ce regard masculin sur les femmes africaines, Louis Sonolé, qui est un homme de lettres, diplômé de l'école de sciences politiques, qui a été chargé de mission en Afrique occidentale française entre 1908 et 1910, puis au Maroc en 1914, et qui a écrit beaucoup de livres et de manuels sur l'Afrique occidentale. Et donc, je vous laisse apprécier la citation. La pauvre femme noire vit jusqu'à la fin de ses jours une existence de bête de somme, dure travailleuse inclinée sans cesse sous le brûlant soleil, dans la terre brune des Lougans, éternelle pileuse de couscous, couveuse d'enfants vite flétris et dont le visage demeure cependant souriant et gai. À cette heure, celle-ci ne vaut que comme animal de reproduction et de travail. J'y reviendrai parce que c'est une de ces façons de penser qui justifie aussi la mission civilisatrice. Il s'agit de délivrer les femmes de l'exploitation qu'elles subissent de la part des hommes de leur société. Donc c'est une des justifications morales de la colonisation. Donc des femmes qui sont perçues effectivement comme des victimes, des personnes opprimées, alors même, et c'est, on va dire, pas impossible de le penser ensemble, mais que les Africaines ont été marginalisées par la colonisation, par la conquête et par l'exploitation économique. C'est-à-dire que ce qui est dénoncé là, c'est qu'elles sont exploitées économiquement et, par leur société d'appartenance, et en même temps, bien entendu, l'exploitation économique rajoute de l'exploitation à la première exploitation. Donc c'est ce qu'on trouve, un exemple de cela, mais il y a plein de travaux là-dessus, dans Voyage au Congo de Gide, en 1927, où il décrit la réquisition des femmes pour les travaux forcés lors de la construction d'une route en Oubangui-Chari, donc la République centrafricaine d'aujourd'hui. Et là, vous voyez qu'en fait, on est un peu dans le même registre de vocabulaire, en tout cas, ce pauvre bétail, donc les femmes sont absolument animalisées, quoi qu'il arrive, ruisselées sous l'averse, nombre d'entre elles allaitaient tout en travaillant, tous les 20 mètres environ, aux côtés de la route, un vaste trou profond de 3 mètres le plus souvent. C'est de là que, sans outils appropriés, ces misérables travailleuses avaient extrait la terre sablonneuse pour les rembler. Il était arrivé plus d'une fois que le sol sans consistance s'effondra, ensevelissant les femmes et les enfants qui travaillaient au fond du trou. Ceci nous fut redit par plusieurs. Travaillant le plus souvent trop loin de leur village pour pouvoir y retourner le soir, ces femmes se sont construites dans la forêt des huttes provisoires, perméables abris de branches et de roseaux. Nous avons appris que le milicien qui les surveille les avait fait travailler toute la nuit pour réparer les dégâts d'un récent orage et permettre notre passage. On sait que les femmes ont représenté 10% des 25 000 travailleurs réquisitionnés en Afrique équatoriale française, donc 10% des 25 000 travailleurs réquisitionnés en AEF entre 1919 et 1926. Donc, une colonisation qui, loin, en tout cas, malgré les discours de libérer les femmes, au contraire, aggrave leurs conditions de vie. De cette manière, en les réquisitionnant pour les travaux d'infrastructure, mais aussi parce que elles doivent assurer le poids des cultures de subsistance quand souvent les hommes sont chargés des cultures de rente. Et en fait, on a ce phénomène qu'on retrouve alors aussi dans les colonies britanniques, mais aussi françaises, qui est que l'administrateur colonial s'adresse aux maris, s'adresse aux hommes, et c'est avec eux qu'il traite sur le plan commercial pour obtenir les matières premières, les produits agricoles. Et en fait, il y a une répercussion de cette demande coloniale sur les hommes, sur le travail des femmes, par ricochet, qui sont obligés de participer encore davantage aux travaux. Donc ça c'est pour la version exploitation économique. Et puis je le disais un petit peu tout à l'heure, les femmes sont aussi d'Afrique, sont aussi décrites comme des territoires à posséder, avec une vision, alors là, que vous connaissez aussi certainement, très érotique et conquérante de la colonisation, qui est alimentée par une iconographie extrêmement nombreuse, extrêmement prolifique, photographie orientaliste, érotique, des femmes non seulement d'Afrique du Nord, mais d'Afrique subsaharienne. Je vous en montre un exemple.
de carte postale représentant donc une femme d'Algérie en 1909. Je vous renvoie sur ces questions au livre Sexe, race et colonie, paru il y a quelques années maintenant, qui a posé un certain nombre de problèmes et de questions et suscité des débats, mais qui voilà, rassemble énormément de cette iconographie érotique, voire pornographique. Ces cartes postales, hein, les images, c'est pas la seule chose, il y a les romans, les contes, la littérature, etc. Donc en fait, on est dans une logique pendant cette période de conquête et d'installation et de mise en place de l'exploitation économique dans un contrôle des femmes qui participent de cette entreprise coloniale. Contrôle des femmes, mais aussi, alors Guillaume disait rencontre, hein, le terme de rencontre est peu approprié, mais aussi réalité de relations interraciales, ce qu'on appelle les unions mixtes, très fréquentes évidemment au premier temps de la colonisation, un peu moins par la suite, entre des femmes africaines, en particulier en Afrique subsaharienne, et des Européens qui sont là pour plus ou moins longtemps. C'est ce que on appelle prendre mousseau, hein, dans le monde du Sahel, au Mali en particulier, Soudan français. Mousseau, c'est la femme, hein, les fonctionnaires, les commerçants entretiennent des relations intimes avec les femmes africaines. Donc bon, on n'a pas énormément de représentation. Vous avez ici une photographie d'un colon et sa femme, hein, c'est la légende au Congo en 1914. Donc des relations qui ont bien sûr eu conséquence de créer une population nouvelle dans ces sociétés coloniales, celle des métis, mais je ne m'étends pas en particulier là-dessus. Des relations qui ont été facilitées par le fait que le sexe ratio est très favorable aux hommes blancs, bien sûr, au premier temps de cette colonisation, les femmes blanches, françaises, européennes étant relativement peu nombreuses, mais je préfère, plutôt que de dire qu'elles n'étaient pas là, dire qu'elles étaient minoritaires, mais pas absentes, parce que c'est un peu un leitmotiv aussi d'une première historiographie, voilà, de dire que finalement les femmes sont arrivées seulement dans l'entre-deux-guerres. En fait, elles sont déjà présentes dans l'empire colonial français pendant qu'il se constitue, donc déjà présentes en Algérie en 1830, hein. On compte déjà donc 336 femmes pour 1000 hommes en moyenne, donc c'est des chiffres donnés par Claudine Robert-Guillard qui a travaillé sur les européennes d'Algérie. Et en fait, en Algérie, dès le début du XXe siècle, vous avez un sexe ratio équilibré entre voilà, les hommes et les femmes, les Français, les Européens d'Algérie, on va dire. Mais on a aussi voilà, des femmes blanches en 1900 hein, qui représentent 22% de la population blanche de Libreville. Hein, j'aurais dû mettre bien sûr 22% de la population blanche de Libreville. En 1933, en AOF, 23% de la population européenne. Donc c'est pas énorme, vous allez me dire, mais elles sont quand même là. Et ce qui est intéressant du point de vue du genre, c'est un petit peu d'avoir des éléments sur leur profil. Hein. Leurs profils qui sont divers et variés. Je vous donne l'exemple là d'une Française que vous connaissez peut-être, hein, Raymonde Bonnetin, dont le livre « Une Française au Soudan » est disponible en ligne sur Gallica, a été publié en 1894. C'est la première femme française à avoir atteint le fleuve Niger. Elle voyage avec son mari, qui est officier de marine, entre le Sénégal et le Soudan, donc à la toute fin du 19e siècle, et elles racontent leur périple. Et alors, ce petit livre hein, est une mine de ce que ça veut dire d'être une blanche qui accompagne un officier de marine donc, dans cette région à ce moment-là. Et je vous signale, parce qu'on a vu la couverture du livre de Daniel Folliard tout à l'heure, la couverture du livre, je ne sais pas si vous avez fait attention, la petite fille devant les crânes de Samori, en fait c'est la fille de Raymond Bonnetin, hein, c'est une photo de Raymond Bonnetin qui a photographié sa fille, parce que ça aussi c'est encore plus rare, mais là je ne parle pas de l'enfance, accompagner le couple, et donc c'est une photo posée, et je vous conseille vraiment de lire, je crois que c'est la conclusion du livre qui s'appelle « Ceci n'est pas une illustration », et qui commente
qui est un commentaire de cette photographie, hein, qui dit vraiment beaucoup de choses très intéressantes. Donc, des épouses d'eux, hein, donc elle, c'est un peu un cas à part, mais quelques épouses d'officiers ou d'administrateurs. Un autre profil, les voyageuses. Alors, est-ce que ce sont des coloniales? Voilà, qu'est-ce qu'elles nous disent, hein, du genre de cette entreprise coloniale, la plus célèbre, Isabelle Eberhardt, en Algérie, qui s'installe, hein, à Beaune en 1897, qui s'est convertie à l'islam, qui était lettrée en arabe, qui s'est travestie en homme avant d'épouser un sous-officier de Spahi en 1901. Vous voyez qu'on est quand même très tôt, hein, dans votre période, voilà, 1885-1962, et qui est intéressant parce qu'elle est justement, elle incarne, hein, cet entre-deux sexuel et culturel, naviguant entre la société européenne et la société algérienne, et provoquant ce que beaucoup de femmes de l'entre-deux provoquent dans ces sociétés coloniales, des critiques et de la fascination tout à la fois, parce que voilà, elle est justement à la frontière des genres. Elle meurt en 1904 d'un accident, voilà, mais donc elle incarne une autre figure, hein, de ces femmes en situation coloniale. Celles auxquelles on peut penser aussi de manière assez évidente, ce sont les missionnaires, qui sont en fait chronologiquement les premières femmes blanches à être présentes, hein, dans cet empire. Je vous ai mis quelques-unes des grandes congrégations: les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, les Sœurs de Notre-Dame des Apôtres, les Sœurs Bleues de Castres, et celles qu'on appelle les Sœurs Blanches, hein, les Sœurs de Notre-Dame d'Afrique. Très intéressant de lire cette littérature sur les femmes missionnaires, qui est de plus en plus une littérature qui intègre justement la dimension du genre, hein, des rapports hiérarchiques au sein même de l'Église, hein, entre congrégations masculines et féminines, et puis entre ces femmes blanches et les africaines, qu'elles sont là pour à la fois convertir, bien sûr, au christianisme, éduquer, modeler et faire travailler dans leurs ouvroirs et dans leur, voilà, dans leur poste de mission. Une de ces missionnaires, là aussi un peu exceptionnelle, un peu intéressante, plus que d'autres aussi parce qu'elle a écrit, hein, et que donc on a des sources. Sœur Marie-André du Sacré-Cœur, André sans E, parce qu'en fait c'est le prénom de son frère qu'elle a accolé au sien après la mort de ce frère pendant la Première Guerre mondiale, donc c'est Sœur André au masculin, du Sacré-Cœur, qui était une sœur blanche, qui était une juriste, hein, docteur en droit, et qui a séjourné en Afrique occidentale française dans les années 30, et qui était aussi, on pourrait dire, assez, en poussant peut-être un peu l'emploi du terme, mais qui était aussi une femme politique, parce qu'en fait elle a eu un rôle politique important dans l'évolution de la législation sur le mariage, par exemple, en AOF. Elle a écrit donc sur la condition des femmes, en particulier en Haute-Volta à l'époque, et elle a été, on peut dire, à l'origine du décret Mandel en 1939, qui est le premier texte, alors sans aucun effet concret évidemment, mais qui est le premier texte promu par la France, imposant le consentement au mariage, abaissant l'âge obligatoire, augmentant l'âge obligatoire au mariage, et demandant l'enregistrement des mariages à l'état civil. Et ce décret Mandel a été vraiment porté voilà, auprès des autorités françaises par cette religieuse qui incarne, on peut dire, ce qu'on peut rappeler aujourd'hui dans l'historiographie un féminisme impérialiste. Hein. Elle n'était pas du tout contre la colonisation, au contraire, mais par contre, elle était aussi très préoccupée par les droits des Africaines. Donc ces femmes blanches, hein, qui sont vraiment diverses, hein, je vous ai donné là quelques exemples. Elles sont présentes dès le début, en fait, de la période qui est au programme, mais effectivement leur nombre augmente pendant l'entre-deux-guerres, et là elles vont de ce fait se retrouver davantage dans une situation qui est une situation familiale, et donc on passe d'une période où voilà, parfois
Elles étaient la seule, hein, pas toutes, mais voilà, pour des raisons diverses, et elles vont devenir plus nombreuses donc, dans les colonies et participer, et c'est mon deuxième point, au genre de la mission civilisatrice. Donc ce genre de la mission civilisatrice, c'est la question hein, qu'on peut se poser de la participation des femmes à cette entreprise de civilisation à travers l'enseignement, à travers l'action sanitaire ou à travers des prises de position sur les droits des femmes africaines que l'on retrouve donc voilà, chez certaines d'entre elles. Alors je ne vais pas, là aussi je vous donne plutôt des exemples. Donc la première de ces féministes, colonialistes, alors déjà sur Marie-Andrée du Sacré-Cœur, hein, ça participe de ça aussi, hein, mais j'en ai parlé avant, c'est Hubertine Auclair, hein, suffragiste, féministe, militante de la fin du 19e siècle, dont vous savez peut-être qu'elle a vécu en Algérie pendant 4 ans, de 1888 à 1892, et qui revient en France et écrit ce livre, Les femmes arabes en Algérie, qui est lui aussi disponible entièrement en ligne sur Gallica, qui a été réédité par l'Harmattan il n'y a pas très longtemps, et qui est très intéressant parce qu'il permet de penser à la fois ce qu'elle dit, cette féministe des femmes arabes qu'elle découvre, hein, elle n'a aucune expérience de la colonisation avant d'arriver en Algérie, et puis ce qu'elle fait de cette situation coloniale en métropole. Alors je sais bien que le sujet c'est l'empire colonial français en Afrique, mais là on est dans des effets retours parce qu'en fait elle, entre guillemets, utilise ce qu'elle dit de la condition des femmes en Algérie, des femmes musulmanes, pour revendiquer le droit de vote des femmes en métropole en disant si les Françaises pouvaient voter, elle mettrait fin à cette situation inacceptable voilà, d'exploitation, de soumission, etc. Donc en fait, elle en fait un argument suffragiste, hein, tout en voilà, dénonçant la polygamie et en prônant une assimilation complète des Algériennes, donc un interventionnisme de la France pour mettre fin à ce qu'elle considère comme une situation inacceptable des femmes algériennes. Donc ce discours-là, hein, voilà, il est présent chez un certain nombre de Français, c'est vraiment le discours civilisateur. Vous le retrouvez dans l'entre-deux-guerres, dans le journal La Française, dont la directrice est une autre féministe célèbre, Cécile Brunschvicg, hein, je la cite, elle engage les femmes de métropole à introduire nos principes de civilisation dans les pays que nous désirons élever matériellement et moralement jusqu'à nous. Donc voilà, il n'y a pas tellement d'ambiguïté, et ce discours-là, il est porté en particulier en 1931 lors des États généraux du féminisme organisés parallèlement à la grande exposition coloniale internationale de Vincennes. Et dans ces états généraux du féminisme, alors il y a eu un article de Régine Boutalier il y a déjà longtemps, en 89, sur ces états généraux, il s'agit de montrer l'œuvre, je cite, prodigieuse et féconde, accomplie par les Françaises dans les colonies, et prouvée par là leur valeur nationale. Et ce sont en particulier des enseignantes, des sages-femmes, des infirmières qui prennent la parole pour expliquer, alors là pour tout l'Empire, hein, pas seulement pour l'Afrique, tout ce qu'elles ont fait. Alors ça c'est le versant, si vous voulez, féminisme et colonialisme, et puis le genre de la mission civilisatrice, c'est aussi un petit peu autre chose, parce que vous avez des Françaises qui ne vont pas du tout se revendiquer comme féministes, hein, mais qui vont participer à cette entreprise de civilisation, dans le domaine de l'éducation et aussi dans le domaine de l'action sanitaire. Alors, je vous parle, parce que je ne peux pas ne pas parler de Germaine Le Goff, que vous connaissez peut-être si vous avez lu mes travaux, mais qui est un très bon exemple de ces enseignantes françaises arrivées en Afrique et qui vont déployer une énergie débordante pour amener les jeunes filles africaines dans les écoles et éduquer les filles africaines. Donc elle est d'origine bretonne, elle arrive en AOF en 1923, elle enseigne d'abord au Soudan français, à Djenné,
donc c'est loin hein, de Bamako, donc c'est vraiment un poste très, très isolé. Elle arrive, il n'y avait pas d'école de filles. Au bout de 3 ans, elle a 155 fillettes qui ont rejoint son école. Et ses rapports d'inspection notent que c'est l'une des plus brillantes institutrices d'Afrique occidentale. Donc son école de Djenné, elle a plus de filles inscrites qu'à Bamako, à l'école de filles de Bamako à la même époque. Donc elle se fait repérer par sa hiérarchie. Je ne m'étends pas trop, elle rejoint Dakar. Donc elle est nommée d'abord au lycée Faidherbe à Saint-Louis, puis au lycée de Dakar. Et au moment du Front populaire, donc là, quand on est dans une période de réforme et de réflexion sur une sorte d'humanisme colonial réinventé, il est question de créer une école normale de jeunes filles en Afrique occidentale et donc de lui confier la direction de cette école. Et donc, elle fait de cette école normale donc, de jeunes filles son œuvre, hein, disent ses anciennes élèves, mais aussi ceux qui ont écrit sur cette institution, avec pour objectif, je la cite, d'élever parallèlement le niveau de la femme comme de l'homme, afin de créer la famille indigène évoluée, mieux armée pour la vie dans le pays. Et donc, pendant 6 ans, de 1939 à 1945, elle dirige cette institution et elle forme donc des promotions d'institutrices. Donc, je vous renvoie à mon livre, hein, je ne vais pas détailler, simplement pour dire que voilà, l'entreprise de Germaine Le Goff hein, est vraiment pensée du point de vue du genre, c'est-à-dire qu'elle raisonne, comme ont raisonné d'ailleurs les républicains à la fin du XIXe siècle en ouvrant les premiers lycées de filles, il s'agit de former des couples, il s'agit d'éduquer les femmes pour créer des couples de ménage franco-africains, loyaux à l'égard de la France, et donc susceptible d'installer la colonisation dans la durée. Donc elle n'est pas du tout subversive, enfin elle n'est pas que, elle est un peu subversive parce qu'elle donne à ces jeunes filles voilà, des armes pour ensuite avoir une vie professionnelle, une indépendance économique, etc. Mais elle n'est pas tellement subversive dans le message hein, qu'elle leur délivre. Ce discours-là, on peut dire qu'il est, donc il n'y a pas qu'elle évidemment, mais bon voilà, c'est un exemple parmi d'autres, hein, et puis qui est bien documenté. Il est repris après la Seconde Guerre mondiale par d'autres femmes françaises sur lesquelles j'ai travaillé plus récemment, qui fondent en 1945 l'AFUF, l'Association des femmes de l'Union française, qui est une association qui a pour but de sélectionner des étudiantes africaines pour les faire venir en métropole, les former à des professions ou compléter leur formation, alors des professions dites féminines, hein, sage-femme, infirmière, institutrice, assistante sociale, pour qu'ensuite, en fait, elles se fassent le relais dans leur pays d'origine de voilà, l'éducation qu'elles auront reçue. Donc je ne m'étends pas sur cette association qui n'était pas très connue jusqu'à présent, mais sur laquelle vous avez maintenant des notices et davantage de travaux. L'idée, c'est que les femmes africaines éduquées dans le cadre de cette mission civilisatrice vont devenir des intermédiaires, des figures de l'entre-deux, et donc servir voilà, de relais. Alors, voilà, ces figures de l'entre-deux, 2 exemples sur cette diapo, qui peuvent voilà, vous servir, mais sur lesquels il y a aussi maintenant, surtout sur Awa Keïta, pas mal d'écrits. Hein. Awa Keïta, donc elle, sage-femme, formée à l'école de médecine de Dakar, dont je n'ai pas parlé, mais c'est voilà, l'institution, on va dire, parallèle à l'école normale d'institutrice, et qui donc exerce le métier de sage-femme à partir de 1931 et qui incarne véritablement cet entre-deux hein, de culture et de civilisation. Un exemple dans ses mémoires hein, qui ont été publiés en 1975, elle raconte que dans son premier emploi, elle est envoyée, son premier poste, elle est à Gao, alors encore plus loin que le Djenné, hein, au nord du Mali. Donc elle est affectée là-bas, elle est la seule femme, dit-elle, je la cite, émancipée de la ville, et elle se fait traiter de toubab, donc de blanche, hein, par les femmes qu'elle est censée accoucher
à la maternité qu'elle a créée dans cette ville. Tout bas, parce qu'elle ne parle pas la langue déjà, hein, elle ne parle pas le sonrail, parce qu'elle porte l'uniforme des sages-femmes, l'uniforme imposé par l'administration coloniale. Et aussi parce qu'elle est célibataire, elle reçoit dans sa maison, elle en fait un lieu de sociabilité, elle est une femme seule et elle reçoit donc ses camarades les autres, en fait, évolués de la ville, et c'est là qu'elle se sensibilise à la politique. À droite, je vous ai mis un autre exemple qui est moins connu, Marianne Derneville, qui elle est une institutrice, qui a été diplômée en 1942, donc elle est issue de la première promotion des institutrices. Vous la voyez là dans la cour de son école en Casamance dans les années 50, et en fait c'est une femme qui ensuite est devenue une militante très farouche du Rassemblement démocratique africain, anticolonialiste, et dont les rapports d'inspection témoignent de son engagement. Et donc du coup ça m'amène au genre des mobilisations, parce que toutes ces questions sont quand même liées. Pour dire que dans cet empire colonial français en Afrique, en fait, il y a eu bien sûr des hommes engagés dans la lutte politique, hein, c'est d'eux dont on parle le plus souvent, mais il y a aussi eu de nombreuses femmes qui se sont engagées, souvent très tôt, et qui ont subi, comme les hommes, la répression, la prison, la torture. Des femmes de toutes origines, hein, certaines donc, sont des lettrées, hein, celles dont je viens de vous parler, d'autres sont des ménagères, des commerçantes, des paysannes, des femmes analphabètes, qui ont pu avoir des luttes quotidiennes. Hein, les archives coloniales regorgent de traces notées par les administrateurs de cette présence des femmes dans les réunions politiques, dans les mobilisations. Et puis, vous avez aussi quelques européennes qui ont soutenu leur combat, des femmes communistes la plupart du temps, qui donc ont pu s'engager, surtout après 1945, aux côtés de ces femmes africaines. Donc on a là, à partir surtout de la Seconde Guerre mondiale, un réagencement des rapports de genre, des rapports entre hommes et femmes dans le cadre de la lutte politique. Deux exemples. Le premier que je choisis en Côte d'Ivoire en 1949, lorsque des femmes du Rassemblement démocratique africain s'engagent pour réclamer la libération de, je cite, leurs hommes qui ont été emprisonnés par l'administration française. Donc je vous ai remis un petit récapitulatif, hein, le RDA, bon, ça vous avez certainement vu ça, est créé en 1946, c'est un parti politique qui prend de plus en plus d'ampleur dans les différents territoires, et en particulier en Côte d'Ivoire, puisqu'un des fondateurs, c'est Félix Houphouët-Boigny, donc d'origine ivoirienne. Il prend tellement d'ampleur que l'administration coloniale choisit d'intensifier la répression, donc à partir de 1949, d'arrêter les principaux leaders et de les enfermer à Grand-Bassam, qui est donc une ville à quelques kilomètres d'Abidjan. Et en fait, c'est cet enfermement des hommes qui va susciter la structuration des femmes dans un comité féminin du RDA, un comité donc, qui milite pour la libération des hommes, mais qui aussi milite pour accompagner la lutte, bien sûr, anti-coloniale. Et donc, on a, je vous l'ai mis, la création de ces premiers comités du RDA. J'ai mis au pluriel parce qu'en fait, ils se créent dans différents quartiers d'Abidjan. Hein, vous en avez à différents endroits. Et donc, ces femmes du RDA vont se structurer et déléguer l'une d'entre elles. Alors tout à l'heure, justement, ça me fait un pont avec ce qu'a présenté Claire, hein, la femme de Daniel Ouezin Coulibaly, qui s'appelle Célestine, donc encore un couple. Célestine, donc son nom de baptême, hein, mais au départ, elle s'appelait Makoukou Traoré, qui est à l'initiative de la création de ce comité des femmes du RDA en 1949, et qui, au nom de ce comité, est envoyée en Chine, à Pékin, donc, où elle part en novembre 1949, pour participer à une conférence internationale de femmes, qui est la conférence de la FDIF, c'est la Fédération démocratique internationale des femmes. Vous avez une photo donc de Célestine Ouezin Coulibaly avec Marie-Claude Vaillant-Couturier au centre, que vous connaissez sans doute, et puis à droite une déléguée
d'Ouzbékistan, sur laquelle je ne sais rien, mais je ne doute pas que les spécialistes d'Asie centrale savent qui est cette personne. Donc en fait, et là c'est intéressant du point de vue du genre du militantisme, parce que Daniel Ouezin Coulibaly, pendant que sa femme est à Pékin, lui il est dans le nord de la Côte d'Ivoire, où il est en campagne électorale. Alors il fait de la propagande pour le RDA, et il écrit dans un de ses journaux je participe aux réunions pendant que ma femme milite en Chine, et il ne sait pas où elle est en fait, parce qu'elle est partie en novembre et elle reviendra qu'au mois de mars. Il faut quand même aller en Chine à ce moment-là, enfin, voilà, c'est un truc un peu assez dingue. Donc voilà, genre du militantisme, et pendant qu'elle est en Chine et qu'elle porte donc les mots d'ordre en fait anticolonialistes des femmes de Côte d'Ivoire à l'échelle internationale, se produit la marche des femmes sur Grand Bassam. Donc les autres militantes, alors ça c'est bien documenté par l'historiographie, je vous y renvoie, entreprennent une marche de plusieurs kilomètres, donc d'Abidjan jusqu'à Grand Bassam, où sont enfermés leurs hommes pour réclamer leur libération. Il y a une très forte répression de la part de l'administration coloniale. Tout ça est abondamment relayé par l'Humanité, le journal L'Humanité, qui consacre presque tous les jours, en fait de toute l'année 49, il y a sans arrêt des articles de dénonciation de cette répression du RDA en Côte d'Ivoire, et les femmes sont très mentionnées. Donc une violence qui s'exerce aussi sur les femmes, et des femmes qui sont militantes. Alors bien sûr, l'acmé de cette violence, ce sont les guerres, les luttes armées. Alors le vocabulaire, on est bien d'accord, les femmes dans les luttes armées de libération. La guerre du Cameroun, je ne m'étends pas, on pensait que Karine en parlerait, mais simplement pour vous signaler à la fois l'importance de la branche féminine de l'UPC, l'Union des peuples du Cameroun, donc sa branche féminine, l'UDFEC, qui est créée en 1952 et qui a été extrêmement active dans la lutte, et ce livre de Meredith Tereta, qui est une collègue qui travaille au Canada, qui a documenté et analysé les pétitions que ces femmes de l'UDFEC ont envoyées à l'ONU, parce que le Cameroun c'est un territoire sous tutelle des Nations Unies, donc en fait elles ont envoyé des centaines de pétitions à l'ONU pour protester contre la colonisation. Donc ce petit livre, Petitioning for Our Rights, Fighting for Our Nation, il dit absolument tout de la lutte des femmes, qui est une lutte à la fois féministe et nationaliste, et les deux étant articulés. L'acmé de cet engagement et de ce genre du militantisme, c'est le genre de la guerre d'Algérie. Je ne vais pas être très longue, je vous donne des références que vous avez déjà peut-être sur ces questions. Là aussi, on a maintenant beaucoup de travaux sur le rôle d'abord des Algériennes dans la guerre de libération, sur surtout la politique française d'instrumentalisation de la question de la libération des femmes d'Algérie à des fins de propagande, et aussi sur les prolongements en métropole de ce militantisme algérien. Donc il y a notamment le livre de Neil McMaster sur la bataille du voile en 1958, mais il a aussi écrit un article sur les femmes du FLN en France, en métropole, qui documente ces questions. Bon, la référence, ça reste le livre de Daniel Jamila Amranin, Les femmes dans la guerre, sur cette femme qui en elle-même est un magnifique exemple voilà, sur votre programme, et vous avez un très bel article d'hommage dans le numéro de Clio, paru en 2017, oui, le numéro 46, c'est ça, écrit par Jacqueline Martin, qui revient sur son parcours, voilà, de jeune femme née à Neuilly-sur-Seine en 1939 et qui meurt à 77 ans à Alger en 2017, et qui entre-temps a été elle-même combattante, qui a voilà, rejoint les réseaux du FLN, qui a participé à un attentat à la bombe à Alger, qui a été emprisonné, qui a été ensuite transféré en France, libéré, qui a fini par avoir un poste d'enseignante historienne à l'université de Toulouse. Donc c'est un parcours qui en lui-même est assez fascinant, et son livre revient sur la part des femmes dans la lutte du FLN. Donc cet exemple-là, c'est du côté, si vous voulez, des Françaises d'Algérie engagées dans la guerre. Et puis, autre exemple, bien sûr, célèbre, celui de Jamila Boupacha,
sur laquelle vous retrouvez une très bonne synthèse justement dans Colonisation, notre histoire, page 302, le choc du procès de Jamila Boupacha, qui revient sur cette histoire. Voilà, pour montrer que les femmes algériennes ont été au cœur à la fois de la guerre d'Algérie, de l'action psychologique menée par la France, et que ces femmes algériennes combattantes ont eu aussi des profils variés. Je terminerai par là avec l'exemple de cette femme qui est moins connue, Nafissa Sidkara, qui était une institutrice formée à l'école normale en Algérie et qui a été finalement la première femme musulmane dans un gouvernement de la Ve République. Elle a été secrétaire d'État aux affaires sociales algériennes dans le gouvernement de Michel Debré de 59 à 62. Elle a été députée, élue en Algérie en 58, et elle a été présidente d'un mouvement, le MSF, le Mouvement de Solidarité Féminine, qui a été un mouvement fondé par les femmes des généraux français, Salan, Massu, etc., en vue de mener la mobilisation auprès des femmes algériennes pour les embarquer dans la loyauté à l'égard de la France. Donc elle incarne, dans le contexte algérien, la figure d'une femme qu'on pourrait dire entre guillemets évoluée, proche des femmes françaises, réformatrice. On a assez peu de sources émanant d'elle pour savoir ce qu'elle pensait vraiment de la guerre et de ce qu'elle impliquait, mais voilà, elle incarne encore un autre visage des femmes dans la guerre d'Algérie. Voilà, donc je conclus pour juste dire que essayer de se poser la question de la place des femmes et des transformations des identités sexuées du fait de la colonisation permet de montrer que la colonisation n'a pas été seulement un face-à-face entre colonisateurs et colonisés, mais qu'elle a impliqué une intrication importante des rapports de pouvoir, de race, de classe et de genre. Ça permet de montrer la diversité des femmes, de leur rôle, de leurs engagements, de leur trajectoire, les effets de la violence, bien sûr, impériale et coloniale sur leur vie, mais aussi les interstices d'autonomie que la colonisation a pu représenter pour certaines d'entre elles et dont elles ont su s'emparer. Je vous remercie. Merci infiniment, Pascale Barthélémy, pour cette magnifique intervention. Alors, y a-t-il des questions? Profitez-en parce que dans 10 minutes, on lève le camp, on libère nos spécialistes. Et puis d'ailleurs, j'en profite pour remercier Martin Rocher, qui est notre responsable de captation cette année, qui est étudiant et adhérent à la PSG, et Claire Gauthier, qui l'a aidé, qui est la secrétaire de la PSG Nord-Pas-de-Calais, même si elle est d'origine bisoutier. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Profitez-en, vous avez des spécialistes face à vous. Je suis sûre que vous avez des questions à poser. Moi j'ai une question peut-être sur les solidarités qui pouvaient exister entre les femmes de la métropole et les femmes des colonies, peut-être à travers des réseaux comme le Parti communiste. Oui. Oui, bah effectivement, ces solidarités ont existé. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé un peu dans mon dernier livre, en essayant de montrer qu'effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, surtout, mais Elisa Bassad montre des choses intéressantes sur la Tunisie pour déjà l'entre-deux-guerres, avant la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, il y a des femmes françaises, par exemple au Sénégal, communistes, qui s'engagent dans les cellules du RDA et les services de renseignement, dans les archives de renseignement et de police. On voit qu'elles sont présentes et que elles rejoignent la lutte des Africaines dans la contestation de la colonisation. Donc oui, ça a existé. Après, c'est pour l'instant
pas tant documenté que ça, et on ne peut pas non plus en faire une généralité, parce que vraiment, c'est des exemples, des traces dans les archives. Tout d'un coup, on voit le nom d'une... Voilà, par exemple, les enseignantes du lycée Maurice Delafosse, voilà, l'une d'entre elles qui se retrouve dans une réunion politique, et les services de renseignement notent qu'elle s'est engagée auprès des femmes du RDA, et que, voilà, elle est très active. Mais bon, il y a ça, et puis il y a aussi le fait que souvent, en fait, elles sont, enfin, soit elles choisissent de repartir, soit leur situation devient politiquement compliquée, donc elles regagnent la métropole. Donc en fait, elles ne sont jamais là non plus vraiment sur la durée. Donc c'est assez ponctuel. Il y a une deuxième question. Alors je voudrais juste revenir sur les mariages mixtes. Est-ce qu'ils sont tolérés, encouragés, interdits? À quel moment? Est-ce qu'il y a aussi des mariages mixtes entre femmes blanches et hommes noirs? Et voilà, quelle est la politique gouvernementale ou dans l'Empire français? Alors c'est une très grosse question. Comme tout le monde est fatigué, je ne vais pas être trop longue, mais c'est bien documenté. En gros, effectivement, on a deux périodes. On a la première que j'ai identifiée, qui est une période où en fait ces mariages, enfin en tout cas ces unions, sont plutôt encouragées par l'administration, avec l'idée que ça va permettre l'acclimatation de ces hommes, que de toute façon, plutôt que de les interdire ou voilà, de les condamner, c'est voilà, une nécessité, on va dire, pour les hommes qui sont en situation de célibat dans les colonies, donc plutôt de la tolérance, et donc la naissance d'enfants métis. Et en fait, les choses se durcissent et se rigidifient après la Première Guerre mondiale, où là, l'administration, alors il y a eu des affaires en fait dans d'autres empires que l'Empire français, au Congo belge, au Kenya, qui ont attiré l'attention sur ces unions, par exemple avec des Blancs qui s'étaient mis en union avec des femmes déjà mariées, avec des Africains qui protestent qu'on leur a pris leurs femmes, etc. Donc des affaires voilà, qui ont pu être dénoncées. Donc une législation, en tout cas pas dans l'Empire français, il n'y a pas de législation, mais une condamnation plus forte moralement de ces unions mixtes, qui se raréfient aussi du fait de l'arrivée plus nombreuse des Françaises dans les colonies. Au début de la colonisation, c'est quelque chose qui est voilà, pratiquement tous les hommes, quelle que soit leur fonction, prennent femme dans les colonies. Et les enfants métis issus de ces unions, du coup, c'est pour ça qu'on développe les missionnaires d'abord au début du XXe siècle, puis le gouvernement français à partir de l'entre-deux-guerres, des écoles de métis dans lesquelles sont scolarisés les enfants issus de ces unions, qui sont pris en charge parce que, alors c'est, comment il s'appelle, comment il s'appelle, qui travaille sur les métis en AOF, j'ai un trou. 9 enfants sur 10 ne sont pas reconnus. Owen White, voilà. Oui, bon. Owen White, qui dit que 9 enfants nés de ces unions sur 10 ne sont pas reconnus par leur père, et donc voilà, sont récupérés par les orphelinats de métis, qui vont les former d'ailleurs à être aussi des intermédiaires de la colonisation. Donc et alors, sur la question des femmes blanches avec des hommes noirs, il y a des unions qui sont attestées, il y a des mariages, mais on ne sait pas combien, ça n'a pas été vraiment étudié, il y en a beaucoup moins évidemment que dans notre configuration. Mais par exemple, à l'école normale de Rufisque, il y a une ancienne élève qui me dit « mais oui, il y avait, on les appelait les blancs noirs, et il y avait un couple, c'était leur enseignante française qui était avec un vétérinaire sénégalais. Ils étaient mariés. Mais bon, je ne peux pas généraliser. Si je peux ajouter, on a le cas, en revanche, en métropole, avec la figure de l'étudiant noir qui vient étudier en France et qui rencontre des femmes blanches, et il arrive qu'il se marie avec des femmes blanches, notamment ceux qui deviennent chefs d'État ensuite, mais pas seulement. Voilà. C'est un schéma, voilà. L'inversion est postérieure, oui, avec un autre système de mobilité. Une femme française. Pour les Maghrébins aussi. Pour les Maghrébins, en fait, jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie, il y a pas mal d'unions mixtes, hommes maghrébins, femmes françaises. Oui. Et en Tunisie aussi d'ailleurs. Ça a été... mais de fait, on n'a pas vraiment de travail encore. Alors sur la France, quand même, ça peut. Qui a été. Oui, mais dans les colonies. Non, je crois. Moi, j'avais une question.
Sur les professions, je voulais savoir si c'était connu que des femmes, si on a des cas connus de femmes européennes qui, dans les colonies, ont un métier qui n'est pas de l'ordre du care, enfin de l'éducation. C'est-à-dire, est-ce qu'avec l'entre-deux-guerres et peut-être après 1945, une certaine émancipation des femmes, est-ce qu'on voit arriver des femmes qui ont des postes vraiment plus économiques dans le commerce, de choses comme ça, ou est-ce qu'à l'image de la métropole, ça reste encore assez... J'ai un peu l'idée de... Mais ça, c'est un parcours particulier de Karen Dixon qui était arrivée, qui avait... Ça, je suis pas sûre qu'on ait ça, mais peut-être plus tard dans le XXe siècle, est-ce qu'on les voit dans les colonies, finalement, faire d'autres activités économiques que ce qui relève de la mission civilisatrice? Alors, les femmes, entre guillemets, chefs d'entreprise, mais qui seraient à la tête de plantation, etc. Pour l'AOF, moi, j'ai pas vu ça. C'est peut-être un exemple. Mais alors, par contre, il y en a qui sont dans le commerce quand même. Beaucoup qui tiennent des hôtels, qui tiennent des restaurants, donc plutôt des petites propriétaires. Et ça, il y en a dès le début de la colonisation. Après, il y en a quand même, il y a beaucoup de ces femmes françaises dans l'empire colonial en Afrique qui ne travaillent pas en fait. La majorité ne travaille pas. Celles qui travaillent sont plutôt dans les métiers du care. Et sinon, voilà, petites employées. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, des secrétaires, dactylographes, des employés des postes. Donc des petits métiers, mais là aussi plutôt classés du côté du féminin. Je réfléchis, des femmes qui auraient une surface économique. Moi, non, j'ai pas d'exemple en tête. Non. Après, en Algérie, il y a toutes celles qui travaillent dans les industries, notamment agroalimentaires. Mais c'est pas beaucoup. Plutôt des employés, quoi. Plutôt des employés. Ou des ouvrières. Oui, des ouvrières, mais pas des chefs d'entreprise importantes. C'était des métiers hors du care. Oui, et c'est hors du care quand même, oui, effectivement. Merci. Avons-nous une dernière question, puisqu'il est 17h53. Est-ce qu'il est exact, enfin, que penser de l'idée que, alors c'est un peu hors programme, mais que les femmes impliquées dans la lutte anticoloniale, que penser de l'idée qu'elles aient été, après l'indépendance, marginalisées par les hommes des mouvements colonialistes qui avaient eu du coup accès au pouvoir? Que pensez de cette idée? Eh bien, qu'en pensez-vous? Mais effectivement, non, on peut dire ça, l'effet backlash très clair après les indépendances. Mais j'allais dire, elles sont marginalisées aussi parce que dans la plupart des États se mettent en place des régimes de parti unique qui de toute façon verrouillent la société d'une manière générale. Mais effectivement, ça a été la fabrique des pères de la nation, la fabrique des héros post-60. 58, etc. Pour la Guinée. Bon, après, ça dépend un peu des pays quand même, parce que justement, sur la Guinée de Sékou Touré, il y a quand même eu une politique beaucoup plus favorable aux femmes que dans d'autres pays, mais de fait, leur implication dans la lutte n'a pas débouché sur des postes de responsabilité après les indépendances. Même si vous avez des femmes députées quand même. Au Sénégal, dès 64. Au Mali, Awa Keïta est députée en 59 et elle reste très importante dans la vie politique au moins jusqu'en 68, mais elles sont vraiment très exceptionnelles. Merci infiniment, Pascale Barthélémy. Merci.